Il y a plus de 90 ans, le 2 février 1933 au Mans, un double meurtre était commis dans des circonstances encore inédites selon les annales de la criminologie. Ce passage à l'acte aux motivations mystérieuses défrayait la chronique qui s'emparait des détails les plus croustillants, suscitant la sidération. Il s'agissait du meurtre d'une mère et de sa fille par leurs bonnes, deux sœurs âgées de 28 et 21 ans. Laissez-moi vous raconter la terrible histoire de Léa et Christine Papin, sœurs de sang. Folie furieuse ou vengeance, les circonstances réelles et les motivations des sœurs Papin, responsables d'un crime aussi horrible qu'apparemment gratuit, n'ont jamais été éclaircies. Afin de vous faire votre propre opinion, en voici les principaux éléments. En 1933, l'opinion publique se passionne pour cette affaire criminelle insolite, 2 criminels pour 2 victimes, et se scinde en 2 camps. Ceux qui considèrent les sœurs coupables et réclament un châtiment exemplaire, c'est-à-dire la peine de mort, et ceux bien moins nombreux, mais relayés par la presse de gauche, notamment le journal L'Humanité, érigeant les 2 femmes en victimes emblématiques de l'exploitation des classes laborieuses par une bourgeoisie corrompue, sujet alors en plein cœur de l'actualité politique et sociale. La folie seule peut-elle expliquer le geste insensé perpétré par 2 jeunes filles sans histoire, 2 sœurs que rien ne prédisposait au crime. Et quel crime? Christine et Léa Papin, domestiques dans une honorable famille de la bourgeoisie du Mans, se sont acharnées sur leur patronne et sa fille Geneviève. Après leur avoir arraché les yeux, elles ont atrocement mutilé les 2 corps à grands coups de marteau et de ciseaux. La police arrivée sur les lieux a d'abord pensé que les domestiques avaient subi le même sort. Or, au lieu de s'échapper, elles s'étaient enfermées dans leur chambre et s'étaient allongées sur leur lit et étaient restées prostrées. Elles ne firent aucune difficulté pour reconnaître qu'elles étaient l'auteur du massacre des 2 femmes, et s'étaient laissées arrêter sans opposer une quelconque résistance. Une fois les faits établis, il fallait leur trouver une explication en cherchant dans la personnalité des 2 sœurs, l'improbable motif à ce crime apparemment gratuit. Christine, née le 8 mars 1905, et Léa, née le 15 septembre 1911, ont grandi dans une famille modeste où elles n'ont connu en guise d'affection que l'alcoolisme violent de leur père et l'indifférence méprisante d'une mère infidèle. Clémence Déré et Gustave Papin se sont mariés en octobre 1901. 4 mois plus tard naissait leur premier enfant, Emilia. Après avoir découvert que son mari avait violé leur fille aînée à peine âgée de 10 ans, Clémence demande le divorce. Il sera prononcé en 1913, sans que soit dénoncé le délit d'inceste, un doute planant sur la paternité biologique de Gustave. Emilia est placée dans une maison de correction puis rentre dans les ordres. Quant à Christine et Léa, leur mère les placera au pensionnat du Bon Pasteur à Angers, une institution austère où on inculque aux jeunes filles, outre les travaux de couture et de broderie, l'humilité et la soumission. Mais sur ordre de leur mère, les 2 jeunes filles sont régulièrement placées dans d'autres institutions religieuses ou comme domestiques chez des femmes vivant seules, jusqu'à ce que Christine soit placée à l'âge de 22 ans chez la famille Lancelin. 2 mois plus tard, elle obtient que sa petite sœur soit engagée à son tour pour la seconder. Malgré la différence d'âge qui les séparait et les nombreuses séparations au gré de leurs différents placements, les 2 sœurs sont toujours restées unies par une puissante, et il faut bien le dire, troublante relation. Bien entendu, l'enquête va s'attacher à comprendre quel rapport existait entre les 2 sœurs et leur patron. En avril 1926, Léonie Lancelin, âgée de 56 ans, épouse de René Lancelin, ancien avoué honoraire et administrateur de la Mutuelle du Mans, décide de renouveler son personnel pour tenir sa maison bourgeoise située au 6 de la rue Bruyère au Mans. Elle engage alors Christine comme cuisinière, et 2 mois plus tard, sa sœur Léa comme femme de chambre. Les règles en vigueur dans la maison sont strictes comme dans une maison bourgeoise où chacun doit tenir sa place. Les domestiques n'ont de contact qu'avec Madame Lancelin qui donne ses ordres à Christine, les transmettant à son tour à sa sœur. Mais elles perçoivent un bon salaire, sont nourries, logées et blanchies. Certes, Madame Lancelin, assez maniaque, passe chaque jour sa main gantée sur la surface des meubles afin d'y traquer la moindre trace de négligence, mais les 2 sœurs sont décrites comme des domestiques modèles aussi bien par leurs anciens employeurs que par Monsieur Lancelin, les voisins et amis de la famille, notant cependant une certaine intolérance de la part de Christine face aux observations faites par ses patrons. Ayant peu de besoins et ne sortant jamais, elles économiseront en 7 ans de service la somme rondelette de 22 200 francs. Début février 1933,
alors que la ville du Mans se prépare à fêter le 10e anniversaire de la célèbre course automobile des 24 heures du Mans, la cité est secouée par le scandale financier du comptoir d'escompte, ruinant les petits actionnaires qui y avaient souscrit auprès des mutuelles du Mans. René Lancelin, patron des deux sœurs, est inculpé de complicité. Le jeudi 2 février 1933, les dames Lancelin sont sorties faire quelques achats. En leur absence, Christine repasse du linge tandis que Léa fait le ménage. C'est alors que le fer à repasser fait fondre les plombs de l'installation électrique, plongeant la maison dans le noir. Dès son retour, Christine informe sa patronne de l'incident, entraînant une dispute. Madame Lancelin, ayant fait réparer son fer à repasser récemment par un électricien, soupçonne sa domestique d'une coupable négligence. Le ton monte et les esprits s'échauffent. Madame Lancelin bouscule Christine qui réplique. Geneviève vient au secours de sa mère tandis que Léa intervient à son tour. Ce fut alors le déchaînement d'une folie meurtrière que Christine racontera lors de l'instruction sur un ton détaché, comme si elle était étrangère à l'agression. Voyant que je ne venais pas à bout de Madame Lancelin, je me suis mise en furie, je lui ai enfoncé mes ongles dans les yeux et je les ai arrachés. C'est alors qu'elle est tombée. Ma sœur de son côté en a fait autant à Mademoiselle Lancelin qui est également tombée. Quand elles se sont retrouvées à terre toutes les deux, nous sommes allés chercher le marteau et le couteau dans la cuisine pour les arranger comme vous avez pu le voir. Une déclaration qui fait froid dans le dos, vous en conviendrez. C'est avec ces deux armes et un pot en étain qu'elles ont tailladé et martelé les deux victimes, s'acharnant sur elles jusqu'à leur décès. Le docteur Chartier, le médecin légiste chargé de l'autopsie, évoque dans son rapport une véritable bouillie sanglante. Leur forfait accompli, les deux sœurs nettoient la scène de crime, se lavent à leur tour et se mettent au lit, se préparant à déclarer qu'elles n'ont fait que se défendre. René Lancelin, de retour de son cercle à 19h, trouve sa maison close. Inquiet, il appelle le commissaire Dupuis qui dépêche deux gardiens de la paix et le greffier Boutier. Une fois dans la maison, il ne tarde pas à tomber sur les cadavres des deux femmes ciselées comme des lapins prêts à cuire. Craignant que les deux domestiques aient elles aussi été victimes d'un assassinat, il monte à l'étage où se trouve leur chambre. Après avoir fait ouvrir la porte par un serrurier, il trouve les deux femmes couchées dans le même lit, littéralement collées l'une contre l'autre. Christine avoue alors qu'elles sont responsables du double meurtre, sans toutefois être capable de fournir le moindre motif. Elle dira seulement qu'elle regrette ce que nous avons fait, et si c'était à refaire certainement que je ne le referais pas. Je n'avais aucun motif d'en vouloir à mes patronnes. À plusieurs reprises, lors de leurs interrogatoires, les deux sœurs ont déclaré qu'elles n'avaient absolument rien à reprocher à leur patronne et à la fille de cette dernière. D'ailleurs, elles possédaient suffisamment d'économies pour éventuellement chercher une autre place où s'établir à leur compte comme boutiquières. Totalement isolées, elles n'avaient demandé en l'espace de 7 ans aucune autorisation de sortie. Elles passaient tout leur temps libre enfermées dans leur chambre et ne sortaient que le dimanche pour se rendre à la messe. Elles ne lièrent jamais aucun lien ni avec de jeunes hommes ni avec les domestiques des maisons voisines. Une affection exclusive les unissait, à la limite de l'homosexualité incestueuse. 3 événements traversant ces 6 ans de cohabitation Lancelin-Papin peuvent également éclairer d'un jour nouveau le passage à l'acte. En 1929, Madame Lancelin, touchée par l'application de ces bonnes à leur travail, avait dérogé à la règle de neutralité qu'elle avait posée au départ en intervenant directement auprès de leur mère pour que Christine et Léa gardent désormais leur gage dans leur intégralité. Dès lors, Madame Lancelin apparaissait sous un jour nouveau, elle n'était plus simplement une patronne, mais une femme qui se souciait du bien et du bonheur de ses employés. Léa et Christine ont reçu ce geste comme une marque d'affection qui instaurait entre elles un lien d'un autre ordre que celui d'employeur à employé. Désormais, les deux sœurs appelaient Madame Lancelin maman dans le secret de leur confidence. Le deuxième événement a été la rupture ultérieure de Léa et Christine avec leur mère Clémence en 1929, rupture soudaine, définitive, sans motif apparent, sans dispute et sans parole. Clémence, interrogée sur l'événement, déclarait ne pas avoir su pour quel motif ses filles ne voulaient plus la voir. Léa et Christine, interrogées à leur tour, évoquaient les observations de Clémence, ce qui ne peut que souligner leur intolérance à la remarque. Désormais, Christine n'employa que l'expression impersonnelle cette femme pour parler de sa mère.
Monsieur Lancelin et son beau-frère s'inquiétèrent fortement de cette rupture car elle avait rendu les deux sœurs sombres et taciturnes. Le troisième acte s'est joué à la mairie du Mans fin août 1931. Alors que les Lancelin étaient en vacances, les deux sœurs, dans un état de tension et de surexcitation extrême, prirent contact avec le maire Arsène Lefebvre. Christine, approuvée en silence par Léa, avait tenu un discours incompréhensible, dans lequel elle voulait l'émancipation de sa sœur et disait que leur patron les persécutait et les séquestrait, accusant le maire de leur nuire plutôt que de les défendre. Il les avait alors priés de contacter de sa part le commissaire. Cet événement avait fait évoquer la folie au maire et au secrétaire général de la mairie du Mans, qui les avait déclarés piqués. La question de la responsabilité se pose dès lors qu'on a affaire à des actes inexpliqués. Il est à peu près certain qu'aujourd'hui n'importe quel jury reconnaîtrait les sœurs Papin comme irresponsables. Il ne prononcerait donc pas de peine, mais ne pourrait pas non plus décider de les enfermer dans un hôpital psychiatrique, l'hospitalisation, démarche purement médicale, ne pouvant être considérée comme une peine. Dans ce cas, la Cour serait contrainte de prononcer un non-lieu. Tout homicide ayant été commis en l'état d'irresponsabilité ne pouvant légalement être défini comme un crime. Concrètement, c'est l'autorité administrative, en l'occurrence la préfecture de police, qui décide ou non de l'internement psychiatrique de la personne jugée irresponsable. La personne aliénée qui a bénéficié d'un non-lieu judiciaire ou qui se trouve emprisonnée à la suite d'une condamnation, est placée dans un établissement de soins après que plusieurs certificats médicaux ont établi son irresponsabilité. D'où l'importance capitale de l'avis des experts. L'instruction dure 25 semaines. En juillet 1933 survient un rebondissement inattendu. Christine change sa version des faits en s'accusant seule du meurtre des deux femmes Lancelin. De ce fait, le juge d'instruction modifie l'acte d'accusation, Léa devenant la complice de sa sœur. Le procès, très médiatisé, s'ouvre le 28 septembre 1933 au tribunal du Mans et ne durera qu'une journée. La foule qui se rue au palais de justice en ce jour d'automne est si dense que pour la première fois le maire est contraint d'en réglementer l'accès. Dans l'hypothèse où les jurés estimeraient que Christine et Léa ont agi en état de démence, alors comme le stipule l'article 64 du Code pénal, elles ne peuvent être tenues pour responsables du crime commis. Reste à savoir ce qu'est exactement la démence, et si tel prévenu en est atteint. Raison pour laquelle les experts en psychiatrie sont écoutés avec une attention particulière. Le problème est que leurs dépositions sont extrêmement ambiguës. Pour le docteur Swarzimmer, premier à présenter ses conclusions, l'alcoolisme du père et les tendances hystériques de la mère ne suffisent pas à induire chez les accusés des troubles psychiques graves. Sa conclusion est donc que ces dernières sont tout à fait responsables de leurs actes. Pour sa part, le docteur Logre, second expert, est plus circonspect concernant ce dernier point. Considérant la faiblesse et le caractère contradictoire des deux dépositions, les avocats des prévenus, maître Germaine Brière, première femme inscrite au barreau du Mans, et maître Chotan réclament une nouvelle expertise. Dans le souci de ne pas remettre en cause la compétence des experts précédemment cités, leur requête est rejetée. Quand vient le moment du réquisitoire, le procureur, suite à la plaidoirie de l'avocat de la partie civile maître Moulinière, insiste alors tout à loisir sur l'atrocité du crime commis à l'égard de patronnes irréprochables, passant sous silence les antécédents familiaux des deux sœurs, le basculement possible dans une relation incestueuse, la vie singulièrement solitaire et retirée qu'elles menaient. Certes, l'acharnement sadique dont elles ont fait preuve à l'encontre des cadavres de Madame Lancelin et de sa fille, le sang-froid avec lequel elles ont nettoyé leurs ustensiles ne plaident pas en leur faveur. Le 29 septembre 1933, après seulement 40 minutes de délibération, temps bien court pour juger d'un crime aussi complexe, les deux accusés sont déclarés coupables. Christine est condamnée à la peine capitale, tandis que Léa est condamnée à 10 ans de travaux forcés, accompagnée de 20 ans d'interdiction de séjour. Mais le 22 janvier 1934, l'aînée des sœurs est graciée par le président Lebrun, sa peine étant commuée en travaux forcés à perpétuité. Emprisonnée à la prison centrale de Rennes, elle sombre dans un état dépressif grave, refusant toute alimentation. Hospitalisée quelques mois plus tard à l'asile d'aliénés Saint-Méen de Rennes, elle passe le plus clair de son temps prostrée et muette. Elle meurt le 18 mai 1937 à l'âge de 32 ans. Quant à sa cadette,
Bénéficiant d'une remise de peine et libérée en 1941, elle occupera divers emplois de femme de chambre dans de nombreux hôtels du Grand Ouest. Devenue vieille, elle est recueillie par une famille nantaise chez qui elle s'éteint le 24 juillet 2001 à l'âge de 89 ans. Ce fait divers est entré dans la mythologie contemporaine. Les surréalistes sont fascinés par ce double meurtre, tels Paul Éluard et Benjamin Perret qui saluent la dimension onirique de la scène meurtrière. Le jeune Jacques Lacan développe le thème de la psychose paranoïaque dans Motif du crime paranoïaque, le double crime des sœurs Papin. Réfutant la conclusion de l'expertise psychiatrique judiciaire, il voit dans l'origine de la paranoïa de Christine et Léa, leur homosexualité ou leur relation incestueuse et critique la décision de la Cour de juger les sœurs responsables de leurs actes. Simone de Beauvoir considère que les sœurs sont unies par un amour érotique et qu'elles sont les victimes d'une société archaïque, broyeuse d'orphelins, machine à fabriquer des assassins. Jean-Paul Sartre en fait deux héroïnes qui s'attaquent à la bourgeoisie par vengeance consciente contre un système gorgé de partis pris et d'injustice. Pour expliquer ce crime complexe, Jean Lebrun invoque le crime de haine sociale malgré le déni, mais aussi le crime paranoïaque ou le délire partagé. Meurtre barbare, vengeance ou coup de folie, tout est possible. En 1992, une reconstitution du procès a été organisée au Palais de justice de Paris. Le docteur Michel Dubec a eu cette conclusion au sujet des sœurs Papin. Une irresponsabilité pénale entière de ces deux accusés. Et lui aussi a parlé de délire à deux, première entité de la paranoïa. Fallait-il les condamner ou non? Chacun se forgera sa propre opinion.